peu, elle a des petits problèmes techniques et à moins qu'elle soit là, puis que je... Non, c'est ça. Et elle va se joindre dans les minutes qui suivent. Je vais laisser la place à mon animatrice, mademoiselle Gabrielle. Allô? Bonjour, Gabrielle. Ça va bien? Oui, merci. Bonjour, Madame Dumont. Votre micro n'est pas activé. Je peux t'aider. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon, ben, bonjour tout le monde. Fait que, je pense qu'on peut commencer directement avec Micheline Dumont. C'est ça au programme de. Madame Dumont, en fait, c'est ça au programme de la soirée. Donc, petite présentation courte. Donc, vous êtes professeur, vous êtes ici. Étiez professeur spécialisé dans les droits des femmes au Québec. Vous êtes également conférencière. Puis, j'ai vu que vous avez été animatrice pour certaines séries. Non. Épopée en Amérique, je pense. Ah, j'étais pas animatrice, j'étais participante à Épopée en Amérique. Je parlais de l'histoire des femmes parmi les gens qui parlaient de tout le reste. Heureusement, ils avaient pensé de parler des femmes. J'ai vu aussi que vous aviez plusieurs œuvres publiées qui portaient beaucoup sur les femmes. Oui. Est-ce qu'on peut savoir comment ça a commencé un peu votre... Ça a commencé parce que j'ai été invitée à participer à des groupes de recherche et à des groupes d'écriture. Alors, en 1980, nous étions 4. Le collectif Clio, on s'est appelé le collectif Clio et nous avons publié l'histoire des femmes au Québec depuis 4 siècles. Et puis, quelques années plus tard, avec une autre collègue, Nadia Fanlid, j'ai publié un livre sur les couventines. J'ai publié aussi un livre sur les religieuses. J'ai publié un livre sur la théorie de l'histoire des femmes. J'en ai publié un sur une anthologie de tous les écrits féministes québécois depuis 1900 jusqu'en 1985. Et en 1908, j'ai publié ce livre-là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, ça s'appelle « Le féminisme québécois raconté à Camille ». Camille étant ma petite fille qui avait 15 ans à ce moment-là. Alors, c'est un livre facile à lire qui permet de connaître l'histoire du féminisme au Québec dont je vais vous parler aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, juste avant d'entrer plus dans le sujet, voulez-vous nous parler de vos études? Si vous avez un diplôme en lettres à l'Université de Montréal, aussi une maîtrise en histoire? Oui, c'est ça. Oui. À ce moment-là, je ne travaillais pas sur les femmes, je travaillais sur les missionnaires acadiens. On ne savait pas à ce moment-là qu'on pouvait faire l'histoire des femmes. Je l'ai découvert un peu plus tard. Comment vous avez eu la piqûre un peu pour s'intéresser à l'histoire des femmes, pour voir ça évoluer, pour voir ça changer en quelque sorte? Parce que j'ai réalisé à un moment donné, j'ai fait une demande, j'ai fait une recherche à la demande de la commission Byrd en 1968. C'est une commission très importante qui a modifié la situation des femmes au Canada. J'avais publié un texte sur l'histoire des Québécoises et cette recherche-là m'a fait réaliser que les femmes n'étaient pas dans l'histoire, alors que moi, j'étais persuadée que les femmes sont dans l'histoire et qu'il faut raconter leur histoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à offrir des cours sur l'histoire des femmes, à faire des recherches sur l'histoire des femmes, à publier des articles, des livres et à donner des centaines de conférences. Parfait. J'aimerais ça que vous me parliez plus en détail de la commission Byrd. Est-ce que les mesures qui avaient été mentionnées ont été appliquées? Est-ce que les choses ont beaucoup changé après ça? Beaucoup. La commission Byrd a été extrêmement importante
parce que c'est à partir de la commission Byrd qu'il a été déclaré que les femmes ne pouvaient pas être interdites d'aucune profession. La plupart des professions jusque-là c'était interdit aux femmes, mais on ne l'acceptait pas socialement et politiquement. Et à partir de ce moment-là, les femmes ont été admises en droit, en médecine, dans l'armée, dans la police, dans tous des postes qui leur étaient interdits. Et les femmes ont pris conscience de cet interdit et elles ont dit, nous devons prendre notre place. Et c'est à ce moment-là que des femmes ont, par exemple, milité pour que les femmes puissent participer à la politique municipale, à la politique provinciale, à la politique fédérale. Et notamment en politique municipale, les femmes sont aujourd'hui très importantes. Je crois qu'elles sont majoritaires. C'est tout à fait impensable en 1950. Avez-vous vous-même vécu une situation de sexisme, vouloir atteindre peut-être un poste qu'à l'époque vous ne pouviez pas avoir? Non, parce que moi, je voulais faire mes études classiques parce que c'était ça les cégeps n'existaient pas là, à ce moment-là, quand j'ai commencé. Là, moi, je suis vieille, vous savez, j'ai 85 ans. Alors, quand je suis arrivée à 16 ans, là, moi, c'était le début des années 50, il fallait être très riche pour faire des études. Et mes parents ne pouvaient pas m'en payer. Mais les religieuses m'ont donné une bourse pour faire des études. J'ai pu aller à l'université. Et une fois que tu as la compétence et que tu te présentes à un poste, bien, j'ai commencé à enseigner dans les écoles normales de filles. Alors là, c'était pensable qu'on puisse enseigner dans une école normale de filles. C'est comme ça que j'ai commencé à enseigner. Le lendemain de la mort de Maurice Duplessis. Alors, ça vous dit jusqu'à quel point ça fait longtemps. Ben oui, mais quels sont les changements majeurs que vous avez pu peut-être remarquer dus à quand vous êtes né à aujourd'hui? La situation s'est-elle améliorée? Y a-t-il des choses à améliorer, sans doute? Bien oui, il y a évidemment beaucoup de choses qui ont changé. D'abord, l'accès à l'éducation supérieure, qui était une chose qui était pratiquement inexistante à ce moment-là. Ensuite, le droit de pratiquer les différentes professions, les changements dans le droit concernant le mariage, les modifications de la société concernant aussi le mariage. La majorité des couples aujourd'hui ne se marient pas, se mettent en union de fait. Et surtout, à partir de 1968, les féministes ont dit « le privé est politique ». Pendant plusieurs décennies, les féministes s'étaient mobilisées pour avoir le droit de vote parce que, disaient-elles, tant que nous ne pourrons pas changer les lois, nous ne pourrons pas améliorer la situation des femmes. Mais les femmes n'avaient pas le droit de vote. Elles ne pouvaient donc pas changer les lois. Elles ont commencé à le réclamer au début du 20e siècle, officiellement en 1922, et elles ont fait énormément d'actions pour obtenir le droit de vote. Et ce n'est qu'en 1940 qu'elles l'ont obtenu. Et 25 ans plus tard, oui, en 1965, c'est Thérèse Casgrain qui avait milité surtout pour le droit de vote des femmes, avec d'autres avant elle. Elles ont dit il faut fêter le 25e anniversaire du droit de vote. Elles ont fait un gros rassemblement à Montréal qui a duré 2 jours. Et à l'issue de cet énorme colloque, les femmes ont dit « mais c'est pas vrai que la situation ait changé parce qu'on a le droit de vote. Il y a beaucoup de choses encore qui doivent être changées. » Et c'est à ce moment-là qu'elles ont fondé la Fédération des femmes du Québec qui a été fondée en 1966. La Fédération des femmes du Québec a été très importante. Elle est en arrière de beaucoup de projets de loi qui ont amélioré la situation des femmes. C'est elle qui a organisé la marche du pain et des roses en 1995 et c'est elle qui a organisé aussi la marche des femmes de l'an 2000 et ce sont des milliers de femmes à travers le monde qui ont milité pour
lutter contre la violence, contre la pauvreté et contre l'inégalité. Alors, c'est un mouvement mondial et c'est dû à un groupe québécois, la Fédération des femmes du Québec. Ah, ben, parlez-nous un peu de ce groupe, la Fédération des femmes du Québec. C'est un groupe qui réunit principalement, qui rassemble les principales associations de femmes. Et avec le nouveau féminisme qui est apparu en 1968, le 69 plutôt, avec Québécoises debout, le Front de libération des femmes du Québec, les féministes d'alors, qui étaient des jeunes femmes, ont dit il y a beaucoup de problèmes qui vous pensez que l'égalité est obtenue, elle n'est pas obtenue. Sur le plan de la sexualité, les femmes sont encore considérées comme l'objet des hommes. Le travail ménager est considéré comme la responsabilité des femmes et c'est un travail qui n'est absolument pas rémunéré. Et remarquez que cette question-là n'est pas encore réglée. Et il n'y avait pas de service de garde pour les enfants. Il n'y avait pas de garderie, il n'y avait rien pour aider les femmes à aller sur le marché du travail. Et ce sont les nouveaux groupes qui sont apparus après 1975, qui sont intéressés par exemple aux femmes victimes de violences, comme les CALAX, aux femmes, les CALAX, c'est des violences sexuelles, ou bien les maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, ou des associations pour l'égalité dans les salaires et dans les postes. Elles ont combattu aussi pour les agressions sexuelles, etc. Et ça a donné naissance à de nouveaux groupes dont les jeunes comme vous sont maintenant responsables, comme par exemple Moi aussi, ou Agression jamais dénoncée. Et sur la scène du féminisme aujourd'hui, tout est profondément transformé. Quand on pense aux féministes du début du 20e siècle, qui étaient en robe longue, et puis qui étaient très polies, et puis qui faisaient attention de ne pas désappointer le premier ministre et les bons seigneurs et les curés, etc., les femmes sont devenues beaucoup plus autonomes. Elles ont formulé beaucoup plus clairement leurs revendications. Oui, ben c'est sûr que les femmes ont fait du chemin depuis l'époque, mais qu'est-ce qu'ils pensent qu'il nous reste encore à améliorer? Parce que certainement des choses, c'est pas fini. Écoutez, simplement sur le plan de la sexualité, il est certain que cette question-là est loin d'être réglée. Il y a plein de sous-entendus, il y a plein de choses cachées qui n'apparaissent pas. C'est un dossier très, très important. Prenez par exemple la présence des femmes dans différents secteurs continue encore d'être vue comme exceptionnelle et puis on refuse de donner aux femmes le même statut que les hommes. Ben, merci beaucoup de cette courte présentation. Ben, vraiment, c'était super intéressant. Je pense que ça permet vraiment à tout le monde d'en apprendre. Puis, je vous répète que si vous voulez connaître le féminisme, vous savez, est apparu en 1850 dans plusieurs pays, mais pas au Québec. Il est apparu au Québec seulement au début du 20e siècle. Et c'est cette histoire dans le féminisme québécois raconté à Camille, qui est vraiment un livre qui est écrit pour les adolescentes. Ma petite fille de 15 ans a été capable de le lire. Alors voilà, c'est pour vous que je l'ai écrit. Allez à la bibliothèque et sortez-le en vitesse. Ben, parfait, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais passer à une autre de nos invités, donc une activiste des droits de l'homme, une femme forte et déterminée, et bientôt peut-être femme en politique. Donc, Ensa, comment ça va? Relancement.
Madame Maïda? Ça marche maintenant? Oui. Oui. Bonsoir. Bonjour, ça va bien? Oui, merci à vous. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Ben, avant tout, pensez-vous peut-être nous faire une courte présentation pour qu'on sache qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr. Je m'appelle Ensaf, je viens de l'Arabie Saoudite, un pays très loin du Québec et du Canada. Vous savez, l'Arabie Saoudite, c'est une monarchie absolue. Une monarchie, ça veut dire une monarchie, c'est On a perdu votre micro, Ensaf. Votre micro est désactivé. C'est bon, je pense que... Ça va? Oui. Est-ce que je répétais ou je continue? Ah, vous pouvez continuer. Ok. Monarchie, c'est le contraire des démocratiques. Les femmes sont toujours insoumises à la tuteur des hommes. C'est un pays avec beaucoup de lois religieuses qui interdisent beaucoup de choses pour les citoyennetés. Exemple, l'Arabie Saoudite, l'amour, c'est interdit. Les femmes, et toujours, il n'a pas plus de droits comme les hommes. Et pour ça, moi, Iraïef, il écrit un blog, il parlait pour l'égalité femmes-hommes. Il a eu, après son blog, il a eu des problèmes. Et on a décidé pour quitter l'Arabie Saoudite, on est allé en Égypte, et après on est allé au Liban. Quand on était au Liban c'était très proche de l'Arabie Saoudite, c'était dangereux pour nous aussi. On a encore décidé pour sortir du Liban où on a demandé des réfugiés. Canada, c'était le premier pays accepté pour les statuts réfugiés. Nous sommes arrivés au Québec l'année 2013, la nuit de l'Halloween. Et maintenant, Sherbrooke, c'est ma ville et Québec, c'est mon pays. Oui, ben c'est ça. Parlez-nous un peu de votre arrivée ici, un peu le choc des cultures, ça doit être vraiment différent. Les cultures chez nous, c'est très différent d'ici. On n'a pas beaucoup de droits, les femmes n'ont pas beaucoup de droits comme les hommes. C'est toujours prendre le tuteur pour n'importe quel sujet, même pour les travail, pour étudier, c'est toujours il a besoin des permissions de son mari ou son père ou même des fois son garçon, il décide pour elle est-ce qu'il est d'accord avec ou non. C'est pour ça Raif il est commencé pour l'égalité entre femmes et hommes, mais le gouvernement en Arabie n'était pas d'accord parce que avant moi je parlais parce qu'ils savaient maintenant presque 10 ans j'ai quitté l'Arabie Saoudite. Et maintenant c'est les pays, mais avant, quand j'étais en Arabie Saoudite, on n'a pas beaucoup de choix pour le travail, on n'a pas le droit pour conduire les voitures, on n'a pas le droit pour sortir les passeports tout seul, même l'âge 40 ans, jusqu'à les femmes et mortes, elle n'a pas le droit pour faire rien et toujours avec le tuteur, si son père ou son mari ou son n'importe quel homme dans les familles, c'est lui qui décide pour elle.
Je trouve ça c'est difficile parce que c'est comme nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas indépendants, même de l'âge 80. Je pense que votre micro a encore coupé. Parfait? Oui, c'est bon. Mais sinon, parlant de travail, j'ai vu que vous vous proposez candidate du Bloc québécois pour les prochaines élections fédérales. Oui, j'ai pensé ça fait depuis les dernières élections, j'ai pensé pour être avec les politiques parce que je suis déjà dans les libérations des raillés. Je suis déjà au milieu des politiques et au milieu des médias. Et pour ça, j'ai décidé pour être avec les politiques, pour parler des laïcités, de l'égalité femmes-hommes, beaucoup de sujets, ça m'intéresse beaucoup. Avant, c'était difficile pour moi parce que mes enfants étaient jeunes et maintenant mes enfants sont adolescents maintenant. Ma fille les plus vieilles, il va être 18 ans les mois de septembre. Je suis plus libre maintenant, c'est pour ça que j'ai décidé pour être avec les politiques. C'est vraiment courageux de votre part, sachant que des fois, les femmes en politique ont peut-être des retours négatifs ou des préjugés sur les femmes en politique. Avez-vous peur peut-être des critiques ou de ce que les gens pourraient dire? Non, c'est le contraire, parce que moi, j'ai perdu tout ça quand j'étais dans mon pays. On n'a pas le droit pour être dans les politiques parce que c'est toujours les familles royales et on n'a pas beaucoup de choix pour les femmes. Maintenant, je suis très contente que je suis là, j'ai fait comme je veux, je travaille qu'est-ce que je veux et j'ai entré dans les politiques avec les vérités pour montrer d'autres femmes. Les femmes, elles sont capables pour faire qu'est-ce qu'elles veulent. On a les mêmes places comme les hommes, mais juste on n'a pas le droit dans mon pays. Comme vous avez parlé, il y a beaucoup de différences entre l'Arabie Saoudite et le Canada au niveau des droits des femmes. Pouvez-vous nous en dire quelques différences vraiment majeures qui vous a peut-être un peu frappé en venant ici? Beaucoup de différents. Si je parle de l'Arabie Saoudite, maintenant, l'Arabie Saoudite, maintenant, c'est comme Québec il y a 60 ans. Et les femmes, elles n'ont pas le droit pour travailler à son choix. Les salaires, c'est toujours moins comme les hommes jusqu'à maintenant. On n'a pas beaucoup de choix des métiers. Juste les femmes, elles ont le droit pour être professeur ou médecin ou infirmière. C'est beaucoup de différents. Jusqu'à maintenant, c'est différent. C'est pas vraiment jusqu'à maintenant, mais jusqu'à j'ai quitté l'Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas beaucoup de liberté. Peut-être il y a 3 ans ou 4 ans exactement, le prince Mohammed bin Salman il est décidé pour moderniser le pays, mais jusqu'à maintenant, moderniser le pays, ça arrive des les gouvernements. Mais on est déjà mentalement avec les familles. Les familles ne donnent pas les permissions pour les femmes, pour les filles. C'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés pour choisir qu'est-ce qu'on comme travail, comme études, comme même voyage, même marié. On n'a pas le droit pour choisir notre mari. C'est on organisé des familles. C'est un mariage, les hommes ils choisissent les femmes, c'est pas lui choisi, c'est sa mère qui choisit. Les filles, il n'a pas le droit pour refuser ou accepter.
si les familles sont d'accord. Vous-même, avez-vous été limité par un métier que vous vouliez faire là-bas, que vous n'avez pas pu faire, ou des études que vous vouliez entreprendre, que vous n'avez pas pu faire à cause des conditions là-bas? Non, moi, j'ai eu quand même des chances pour étudier. J'ai fini mon étude, mais on n'a pas beaucoup de choix pour notre étude. J'étais dans une école spéciale religion, une école du Coran. Et après les secondaires, j'avais pas beaucoup de choix pour être un métier, je l'aime. Et encore, j'ai continué à prendre les diplômes des religions islamiques. J'ai les chances pour étudier, mais j'ai pas de chance pour choisir qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire si vous aviez pu ou si vous aviez eu les choix? Il y avait quelque chose qui vous intéressait, qui était considéré peut-être comme un métier d'homme, en parenthèse? Toujours dans ma tête, j'aimerais travailler, n'importe quel travail comme les hommes. Policier ou n'importe quel travail, juste pour montrer les hommes, on est capable pour travailler comme vous, soit dans les polices ou des fois aussi, j'imaginais, je veux être mécanicien ou n'importe quel travail dur pour montrer les garçons ou les hommes, on est capable. Pour c'est vraiment génial. Est-ce qu'ici, vous avez pu accomplir peut-être un métier d'homme? Avez-vous tenté policière ou tenté un autre métier quand vous êtes arrivé ici? Quand j'ai arrivé ici, j'avais pas beaucoup le choix parce que je suis toute seule avec mes 3 enfants. Quand j'ai arrivé ici, mes enfants, il est encore jeune. Le plus jeune, il a 5 ans. Le plus vieil, il a 10 ans. C'est trop jeune. C'est moi toute seule à élever mes enfants. C'est pour ça que c'était difficile pour moi à choisir ou continuer l'étude ou continuer. Mais maintenant, j'ai le choix, et c'est pour ça que j'ai choisi être dans les politiques. J'aimerais bien remercier ma ville parce qu'il m'a accueilli très bien, il m'a adopté très bien ici à Sherbrooke. Je me sens très indépendante, très autonome. C'est pour ça que j'ai choisi être avec les Blocs québécois et être candidate avec le Bloc québécois. Ouais, c'est super. C'est vraiment intéressant de voir une femme en politique, peut-être nouvelle. Oui, nouvelle femme en politique. Nouvelle pour moi. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai que vous pouvez accomplir ça. Qu'est-ce qui vous a donné le goût, en fait, d'aller plus en politique, d'aller... J'ai pas entendu les questions. Qu'est-ce qui vous a fait comme choisir peut-être d'aller en politique? Pour aller en politique, qu'est-ce que j'ai choisi? Ça veut dire quoi? En fait, pourquoi? C'est ça, qu'est-ce qui vous a motivé pour aller en politique? J'aimerais parler beaucoup des sujets, ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais avoir les pouvoirs pour avoir les bonnes places pour parler qu'est-ce que je pensais ou qu'est-ce que j'ai comme une idée pour parler. C'est bon. Maintenant, je pense que c'était vraiment intéressant, vous aussi, d'en apprendre, peut-être de voir dans les différents points de vue une vue de femme. Maintenant, je pense qu'on peut passer directement à Geneviève Paquette, peut-être. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Merci beaucoup pour la belle soirée. Je suis très contente d'être là, puis d'entendre aussi les autres femmes que vous avez invitées à vous parler. C'est vraiment un bel événement. Bravo. Merci d'être venue aussi. C'est vraiment apprécié. Sinon,
Je pense qu'on peut procéder dans la même ordre que les autres. Peut-être une petite présentation de vous, ce que vous faites, vos motivations. Oui, on peut y aller comme ça. Moi, je vous avais fait vraiment une présentation sur la violence sexuelle où je peux vous parler de ce qui m'a amené à travailler là-dessus. Là. C'est vraiment comme vous voulez, Gabrielle. Je pense qu'on peut commencer par qu'est-ce qui vous a amené, puis après, peut-être plus d'en parler, d'entrer dans le sujet. Parfait. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'a amené à travailler là-dessus? En fait, moi, je suis psychoéducatrice de formation. Puis, avant de faire des études plus poussées, j'ai travaillé comme psychoéducatrice en centre de réadaptation auprès de jeunes filles qui étaient desservies par les centres jeunesse. Et une chose qui les rassemblait, ces jeunes filles-là, qui étaient, qui avaient beaucoup de comportements d'agressivité, elles avaient aussi tout en commun d'avoir des antécédents d'agression sexuelle subie. Et à l'époque, je ne suis pas si vieille que ça, mais en même temps, je ne suis pas si jeune que ça. À l'époque, on ne savait pas trop comment travailler avec cette problématique-là. C'était souvent des agressions sexuelles très sévères qu'elles avaient vécues, qui s'étaient échelonnées sur beaucoup de temps, qui impliquaient comme agresseur quelqu'un de très près d'elle, comme un père ou un beau-père, donc quelqu'un de la famille. Donc, on ne savait pas trop comment travailler ça et c'est ce qui m'a motivée à revenir aux études et là, vraiment à faire un doctorat sur la question des agressions sexuelles auprès des adolescentes, envers les adolescentes, en fait. Ben, c'est génial. Je pense qu'on peut entrer dans le sujet. Qu'est-ce que vous pensez peut-être que ça fait sur des victimes d'agressions sexuelles, les conséquences à ça au niveau psychologique? Oui. Bien, d'abord, j'aimerais ça définir ce qu'on entend par violence sexuelle, par agression sexuelle, parce que souvent, plusieurs personnes vont penser que l'agression sexuelle, ça implique forcément des contacts, ce qui n'est pas le cas. Les agressions sexuelles avec contact, ce sont des conduites criminelles. Donc, ça fait partie du grand ensemble des violences sexuelles. Mais les violences sexuelles, ça couvre et les conduites criminelles, comme les agressions sexuelles avec des contacts, quelqu'un qui te touche sexuellement et alors que tu n'avais pas consenti. Mais ça implique aussi d'autres conduites de nature sexuelle qui, elles, ne sont pas toujours criminelles. Comme par exemple, si tu te promènes sur la rue et que là, tu te fais siffler, souvent, malheureusement, il faut le dire, par des garçons, puis que toi, tu n'as pas le goût de ça, on va quand même appeler ça de la violence sexuelle parce que c'est un contact qui est sexualisé, qui n'est pas consenti, mais qui, à ce moment-là, n'est pas de nature criminelle parce que ça ne fait pas partie des actes criminels sur le plan sexuel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence sexuelle, c'est un continuum qui va de conduites qui sont souvent banalisées dans notre société. Hein. Se faire siffler, la plupart des personnes vont dire, ben là, on n'en fera pas tout un plat, là. Hein? Je ne vous dis pas que moi, je banalise ça, mais je pense qu'on vit dans une société où il y a des conduites comme ça qui sont assez banalisées, où on se dit, ben là, ça fait partie de la vie. Les filles se promènent dans la rue, ce sont des choses qu'elles vivent et c'est comme ça, jusqu'à des conduites où à peu près tout le monde s'entend qu'aucune femme ne devrait vivre ça, parce que là, on parle d'agression sexuelle avec des contacts et d'agression sexuelle, par exemple, avec la pénétration. Et là, je tiens ici à faire un trauma-avertissement parce que je ne sais pas qui est dans la salle et c'est toujours important quand on aborde l'agression sexuelle de dire que ça pourrait, le seul fait que je parle avec vous de cette thématique-là, pourrait réveiller des conséquences chez des personnes qui ont déjà vécu une agression sexuelle. Donc, ça m'amène à répondre à ta question, Gabrielle. Puis, pour ces personnes-là, ce serait important, si jamais elles le ressentent, le besoin d'en parler, bien, comme Mme Dumont le disait, il y a le Calax Agression Esprit, qui a une ligne 24 heures sur 24 qu'on peut trouver facilement sur le web. Et on peut appeler n'importe quand une intervenante, ne serait-ce que pour prendre de l'information ou pour se confier, si jamais on a vécu quelque chose de cette nature-là. Maintenant, pour répondre à ta question sur les conséquences, je suis très prof dans mon approche, je m'en rends compte, mais pour répondre à ta question sur les conséquences, c'est très varié selon les victimes. Ça dépend notamment des caractéristiques de l'agression sexuelle elle-même. Parfois, on voit que les agressions sexuelles plus sévères vont entraîner des conséquences plus sévères aussi. Ça dépend des caractéristiques de la victime, son âge, par exemple, si elle est très jeune versus si elle est plus âgée. Et ça dépend aussi beaucoup du soutien qu'elle va recevoir quand elle va en parler. Alors, ça dépend, par exemple, si elle se confie à une amie ou à un parent, est-ce que la personne va la croire? Est-ce que la personne va avoir des réactions aidantes avec elle? Ça, on sait que c'est un facteur très important qui peut réduire les conséquences à long terme des agressions sexuelles.
Les conséquences vont toucher toutes sortes de comportements. Quand on évalue les conséquences chez les victimes d'agressions sexuelles, on a des conduites, par exemple, de l'agressivité, on a de la dépression, de l'anxiété, tout ce qui concerne les symptômes post-traumatiques, de se sentir tout le temps sur ses gardes, par exemple, la perte d'espoir envers la vie, les troubles d'apprentissage en font partie, la consommation d'abus de substances, c'est une variété incroyable. Parfois, les victimes ne vont pas présenter de symptômes pendant une certaine partie de leur vie, puis il va se produire un événement déclencheur où là, elles vont en présenter. Donc, ça ne suit pas non plus une trajectoire où tu as des conséquences pour tout le reste de ta vie. Et bonne nouvelle, on sait que si on reçoit des services spécialisés pour les victimes ou les survivantes d'agressions sexuelles, bien, ces personnes-là vont avoir moins de conséquences. Stéphane, moi j'ai une petite question, je suis quand même assez curieuse. Vous qui avez fait des recherches sur ça, est-ce que vous avez déjà entendu parler peut-être plus d'un garçon qui aurait eu des violences sexuelles? Parce que ça, on n'en parle pas tant parce que c'est sûr que c'est plus rare, mais quand même, ça reste... Oui, bien, ça, je peux vous présenter très rapidement là, quelques données là-dessus, si vous me permettez. Je vous partage mon écran. Est-ce que vous le voyez? Mettons que je fais ça ici. Oui, on le voit. Bon. J'ai justement préparé des petites données là-dessus. Il faut juste que je recule beaucoup, là. Attendez. Alors, si on regarde la prévalence du harcèlement sexuel, donc ce que je vous disais, les commentaires, les sifflements, dans les 12 derniers mois précédant une enquête canadienne qui a été menée, bien, on voit que c'est 25% des femmes qui vont en rapporter, contrairement à 6% des hommes. Donc, tu as raison, Gabrielle, ce n'est pas seulement les femmes qui vivent de la violence sexuelle, mais clairement, les données convergent pour montrer que c'est toujours plus les femmes. En milieu universitaire, le harcèlement sexuel aussi, on voit que 37% des femmes vont rapporter contre 23% des hommes. Et dernière diapo que je peux vous présenter sur des données qu'on a qui comparent hommes-femmes. Quand on regarde l'agression sexuelle qui implique des contacts durant l'enfance ou l'adolescence, ici on parle donc de personnes qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité. Ça, ce sont des données québécoises qu'on a, puis qui recoupent les données canadiennes et les données américaines qu'on a là-dessus. Ce sont 20% des femmes adultes, donc une femme sur 5 qui vont nous rapporter avoir subi une agression sexuelle impliquant un contact. Donc, au moins un attouchement, mais pas forcément seulement un attouchement, durant leur enfance, avant la majorité, alors que sur le plan des hommes, c'est 8 à 12%. Et lorsqu'on interroge des femmes transgenres à l'âge adulte et on leur demande « Est-ce que tu as vécu une agression sexuelle avec contact durant l'enfance ou l'adolescence? » Bien, on voit aussi que c'est 20% d'entre elles. Aux études supérieures, c'est-à-dire lorsque ces femmes et ces hommes-là atteignent l'âge adulte, vont au cégep, vont à l'université, là, selon les études, on est autour de 10 à 20% des femmes qui vont subir une agression sexuelle avec contact durant leurs études, cégep ou université, contre 4 à 7% des hommes. Donc, j'enlève mon partage d'écran pour revenir avec vous. Donc, effectivement, les hommes vont aussi vivre de la violence sexuelle, mais ils en vivent clairement moins fréquemment. Et on pense justement que ce n'est pas dû au hasard. Ah, j'ai-tu perdu du monde? En place, Gabrielle, momentanément, là, elle m'a fait une tape sur la main comme à la lutte, fait que là, on fait un changement. Non, c'est ça, elle devait quitter momentanément. Puis vous parliez que c'est pas nécessairement un hasard. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est pas un hasard que les hommes le vivent moins? Est-ce que c'est une question de plus de capacité physique ou que peut-être les hommes enfouissent plus ce genre d'événements traumatisants-là? C'est que selon, justement, il y a plusieurs modèles qui tentent d'expliquer qu'est-ce qui explique que ce n'est pas au hasard. Parce que si vraiment c'était un phénomène qui se distribue au hasard dans la population, bien, tout le monde aurait le même risque d'en vivre de l'agression sexuelle. Et là, ce n'est pas ça qu'on voit. On voit que les femmes, les enfants et les femmes sont particulièrement ciblés. Alors, une des explications qui est mise de l'avant, notamment par la perspective féministe, c'est parce qu'on vit dans une société qui adhère encore à un système social patriarcal, même si on a fait énormément de gains. Madame Dumont nous l'expliquait tantôt, sur le plan des droits des femmes,
Madame Adair aussi nous expliquait que, bon, au Québec, hein, quand même, on a beaucoup d'avancées. Il reste qu'on vient aussi d'une société patriarcale où les hommes sont perçus, puis au-delà de vous et de moi, le système fait en sorte que les hommes ont plus de droits et plus de droits sexuels. Alors, dans un modèle comme ça, c'est ce qui pourrait expliquer que ceux qui vont commettre la violence sexuelle, ce sont plus des hommes. Ce ne sont pas tous les hommes, mais ce sont plus des hommes. Et ceux qui vont en vivre vont être plus des femmes, même si ce ne seront pas exclusivement des femmes. Okay. Voilà. Puis peut-être, je finirai avec une petite explication sur... on pense aussi que ce modèle-là, patriarcal, puis peut-être que je peux vous montrer une dernière acétate là-dessus qui est très visuelle. Puis je pense que ça peut être important pour des jeunes qui puissent le voir. Un des endroits où on va voir ce système-là assez à l'œuvre, je dirais, c'est, est-ce que vous la voyez, dans les publicités. Alors, je vous montre ici une publicité qui date de 2017, qui a été lancée par Saint-Laurent. Alors, Saint-Laurent, c'est un grand designer français. Et au moment où il lance sa nouvelle collection, il va recevoir énormément de plaintes. Premièrement, parce que les modèles qui sont mis en scène sont d'une extrême maigreur, déjà, mais aussi parce que ce qu'on voit, ce sont des femmes qu'on appelle objectifiées et sexualisées. Donc, elles sont mises dans des positions où elles ressemblent à des poupées désincarnées, où elles sont déshumanisées, puis elles sont aussi sexualisées en ce sens qu'elles sont mises dans des positions où on les met en scène de manière sexuelle. Alors ça, ce sont des exemples que même dans notre société, peut-être qu'on pense plus avancé, il y a encore quand même ce genre de processus-là qui sont à l'œuvre. Et je finis là-dessus. Là, il y a une grande sociologue, Francine Descaries, probablement que Mme Dumont la connaît, qui nous dit que nos processus de socialisation qui sont ancrés dans ce patriarcat-là vont amener même les femmes à se percevoir comme des objets sexuels qui doivent répondre aux besoins sexuels des hommes. Ça se fait à notre insu. Et les hommes à se concevoir comme des personnes qui doivent avoir leurs besoins sexuels remplis. Alors, pourquoi je raconte tout ça? C'est que plus on en a conscience, tout le monde ensemble, moins c'est susceptible d'entrer en opération dans notre société. Fait que un des moyens, je pense, de contrecarrer la violence sexuelle, c'est de bien faire comprendre aux jeunes, puis de tenter de comprendre ensemble comment ça peut exister, comment ça peut être débalancé comme ça en termes de rapport de pouvoir. Excellent. Puis donc, donc, si je comprends bien, là, on est présentement dans un cadre scolaire de notre côté. Donc, je comprends bien, on devrait davantage, peut-être, à travers peut-être les cours d'éthique et culture religieuse, qui sont peut-être les cours les mieux placés pour ça, peut-être aborder davantage la question du respect, du consentement, en fait, puis aussi de la découverte de soi-même en même temps, parce que c'est aussi la compréhension, je pense, de soi-même qui est importante, puis de relativiser, si je comprends bien aussi, soi versus la société, puis l'image que la société exige de nous, en fait, si je comprends bien, là. Oui, moi, je trouve que c'est ça, c'est un bon angle, c'est d'éduquer les jeunes aux relations égalitaires, alors qu'il faut bien le dire, ce serait quelque chose d'assez nouveau, qui continue de s'améliorer, mais qui n'est pas tout à fait, Mme Dumont le disait tantôt, ne serait-ce que sur l'équité salariale, c'est bien de valeur, mais les femmes, on ne l'a pas encore, cette équité salariale-là. Ouais. Donc, il faut éduquer les jeunes aux relations égalitaires, puis leur montrer c'est quoi un rapport de pouvoir, puis comment on doit, je dirais, s'en sortir de ces rapports de pouvoir-là, effectivement. Puis reconnaître la violence sexuelle, tu sais, bien la définir pour bien l'identifier, puis bien la contrer quand on voit qu'elle survient. C'est pas une mince tâche, mais je pense que c'est possible. Hein? Il faut y arriver, inévitablement, je crois qu'il faut y arriver. Entre-temps, on parle de plus en plus au Québec peut-être d'avoir un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle. De votre point de vue de chercheur, que pensez-vous de ce type de peut-être de projet ou d'outils qui pourraient peut-être être mis en place? Parce qu'on sait qu'autour aussi de toute la judiciarisation
judiciarisation, j'ai pas mis les bonnes syllabes à la bonne place, mais quelque chose comme ça. Quand le cas est judiciarisé, à ce moment-là, on sait que c'est très difficile de faire avancer les dossiers. Est-ce que vous croyez que ça pourrait être une avenue intéressante, peut-être, de mieux encadrer la pratique légale à cet égard-là? Oui, moi je pense que oui, il y a eu un grand rapport là, qui a été déposé sur cette question-là avec un comité transpartisan, justement avec des femmes politiciennes qui se sont attaquées à ce phénomène-là de la violence conjugale, de la violence sexuelle, qui en sont venues à la conclusion qu'un tribunal spécialisé serait préférable, justement parce que ça prend des personnes qui sont formées, je pense, à ce type de violence-là, qui comprennent bien les rouages, les rapports de pouvoir qui sont intégrés dans ce type de violence-là, puis qui peuvent donc écouter les témoignages des victimes en prenant en considération aussi les conséquences que les victimes vont présenter. Un exemple très simple de ça, les personnes qui ont vécu des traumas, comme la violence sexuelle, qui ont des traumatismes, ils vont avoir tendance à avoir des trous de mémoire. C'est un phénomène qui est bien connu. Puis, c'est pas parce qu'elles mentent, c'est vraiment comme si le cerveau a plus de difficultés à stocker les souvenirs traumatiques puis à bien ensuite les traduire oralement à quelqu'un. Mais vous comprenez, une femme qui témoigne dans la cause d'une agression sexuelle dont elle a été elle-même victime, un tribunal spécialisé va être capable de prendre en considération ce type de particularités-là qui sont importantes pour les victimes puis qui peuvent nous permettre à long terme d'éradiquer cette forme de violence-là. Parce que comme Mme Dumont le disait, on a fait beaucoup de progrès, mais malheureusement, sur la violence sexuelle et la violence conjugale, en tout cas, moi, je ne suis pas satisfaite. Je ne sais pas si pour vos jeunes qui sont là, je pense qu'il y a beaucoup à faire encore. Oui, puis il y a toute la question culturelle, là, tu sais, je veux dire, je ne veux pas dénigrer les artistes que mes élèves écoutent, mais quand on regarde plusieurs d'entre eux ou d'entre elles, il y a une sexualisation qui est très forte. Fait que, dans le fond, il y a aussi, je crois, au niveau culturel, des gros gains à faire au niveau des femmes. Moi, je trouve qu'il y a eu une réappropriation en fait, du girl power. Là, tu sais, quand il y a eu les Spice Girls, tout ça, ils parlaient du girl power, mais en même temps, les femmes étaient extrêmement sexualisées, ce qui était paradoxal à ce moment-là, parce qu'on dénonçait une situation, mais on montrait l'image inverse. Ce qui est très problématique aussi. Tu sais, quand on parlait tantôt de ce que la société nous envoie comme image, je pense qu'il y a beaucoup de chemin aussi à faire à cet égard-là. Puis toute la question de la judiciaire aussi, elle est problématique. Tu sais, on a vu les procès au Québec, par exemple, de M. Roson, où en fait le juge a cru en fait la victime, mais comme il n'y avait pas de preuves hors de tout doute, raisonnable, il a dû trancher, dans le fond, que ce dernier était donc innocent techniquement, même s'il avait cru le témoignage de la victime, ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense. Comme conclusion, d'arriver à cette conclusion-là, puis d'arriver à dire que finalement, bien, ce monsieur-là peut marcher libre dans la rue, libre comme l'air, alors que, disons qu'il y a quelques antécédents. Oui. Mais on voit qu'il y a quand même quelques victimes là, qui le poursuivent au civil. Oui. Et au civil, le fardeau de la preuve est beaucoup moins lourd. On n'a pas besoin d'avoir une démonstration de tout doute raisonnable. Donc, elles vont peut-être avoir gain de cause au moins au civil et pouvoir aussi recevoir une certaine compensation, une certaine reconnaissance aussi du mal qui leur a été fait. Parce que c'est une atteinte aux droits humains fondamentaux, hein, une agression sexuelle. C'est pas une petite affaire, là, effectivement. Parfait. Bien, merci beaucoup. C'était fort intéressant. J'espère que les auditeurs et auditrices ont entendu et que ça va faire un petit bonhomme de chemin là, au niveau de leur réflexion à cet égard-là. Merci beaucoup, Madame Paquette. Je passerai à notre dernière participante, donc, qui est Madame Baudin, conseillère municipale au niveau de la ville de Sherbrooke. Femme en politique. Là, on parlait de peut-être une future candidature. Là, on parle d'une femme en politique. J'aimerais peut-être vous entendre un peu sur qui êtes-vous, en fait, vous présenter brièvement pour que mes élèves... moi, j'ai une bonne idée quand même, mais disons que mes élèves aient une meilleure idée, puis qu'on puisse par la suite élaborer sur votre parcours comme femme en politique, puisque les embûches que ça peut représenter d'être une femme, juste par le fait, en fait, d'être à cause du genre, en fait. Je vous laisse aller. OK. Alors, moi, je suis originaire de Sherbrooke. J'ai grandi dans le quartier Chauveau, dans le coin, là, pas loin du cinéma Galaxy. J'ai fait mon primaire à l'école Sacré-Cœur.
où, par ailleurs, on était une majorité de filles versus les garçons. Puis, j'ai fait mon école secondaire aussi en éducation internationale. Je crois que les élèves là, qui nous ont invités sont en éducation internationale. En tout cas, il doit en avoir parce que l'École du Fort est reconnue pour ce parcours-là. J'ai aussi donc fait mes études internationales au Collège Mont-Notre-Dame. Donc, encore une fois, oui, une majorité de filles. Il n'y a pas de garçons qui vont au Collège Mont-Notre-Dame. Puis ensuite, j'ai été au Cégep de Sherbrooke dans un programme qui s'appelle Sciences, Lettres et Arts. Parce que j'étais une personne très curieuse qui voulait en savoir sur tout, j'aimais tout, puis je voulais pas je voulais pas faire de choix. Donc, Sciences, Lettres et Arts, ça me permettait de toucher à tout, de m'informer autant sur les sciences que sur les arts et lettres, que sur les sciences humaines. Donc, c'est ça. Mais un jour, il a bien fallu que je me décide et ça a été à l'université où j'ai étudié en économie et en politique. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée minoritaire. Parce que parmi toutes les sciences humaines, quand on pense aux sciences humaines, on parle, économie, politique, anthropologie, psychologie, sociologie. Il y en a beaucoup de sciences humaines. Et les seuls domaines en sciences humaines où il y a moins de filles que de garçons, c'est l'économie et la politique. Puis même, des fois, on l'oublie, là, on parle souvent des femmes en politique, mais je peux vous dire, les femmes en économie, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors là, je me suis retrouvée comme minoritaire dans un monde de garçons. Et à l'époque, c'était pas encore la mode, parce qu'il y a des modes, il y a des tendances. C'était pas la mode de dire qu'on était féministe. Moi, j'ai toujours dit que j'étais féministe, mais à cette époque-là, quand j'ai commencé l'université, c'était avant le mouvement MeToo. Moi, je crois que le mouvement MeToo a vraiment marqué un changement. Avant, on entendait beaucoup plus « Ah, l'égalité homme-femme, c'est réglé ». Puis même, moi, j'ai une petite anecdote. J'ai déjà pris un pari quand j'étais au début de l'université avec mes amis. C'était tous des gars. Donc, moi, avec 4 amis de gars, on a pris un pari et on a dit, dans 30 ans, il va encore avoir de l'inéquité salariale. Quelque chose comme ça. Puis là, on a fait une petite formule mathématique pour dire combien on devait donner d'argent dans 30 ans quand on allait se retrouver pour voir si... Puis moi, je me disais... j'espère perdre. J'espère que les femmes vont gagner autant que les hommes. Mais bon, si jamais je gagne, au moins je vais avoir un peu d'argent de mes amis de gars avec qui je vais avoir parié. Donc ça, c'était un peu ce qu'on avait fait là, durant mon parcours. Donc bref, à l'université, je me suis retrouvée pas beaucoup de filles avec beaucoup de gars. Et le monde en politique, qui étudie en politique, je peux vous dire, qui aime ça débattre, hein, puis s'ostiner. Puis là, comme je vous dis, le féminisme, c'était pas à la mode. Là, fait que là, quand je leur parlais d'inégalité puis d'injustice par rapport aux femmes, ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi, les messieurs. Et là, j'ai eu un cours qui s'est appelé « Femmes et politique » avec Diane Lamoureux. Ah. Ouais, vous la connaissez? J'ai eu Stéphanie Lantier pour ce cours-là qui était extraordinaire, vraiment. Oui, Diane Lamoureux, j'oserais dire que c'est un peu une sommité au Québec. On en a plusieurs, là, des femmes comme ça. Donc, Diane Lamoureux m'a donné le cours avec moi et à d'autres personnes, Femmes et politique. Et là, il m'est arrivé quelque chose. C'est ce que j'appelle les lunettes féministes. Et le problème avec ces lunettes-là, c'est qu'une fois que tu as les lunettes féministes, c'est fini. Tu ne vois plus la vie de la même façon. Tu es pris avec ces lunettes-là pour le restant de tes jours et là, tu les vois, toutes les inégalités. Mais il t'en échappe encore des fois il y en a. Mais tu te mets à voir des choses que tu ne voyais pas avant. Donc là, je me suis mis à remarquer des choses. Je me suis mis à remarquer la publicité à la télévision. Puis là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, de garçons et de filles qui écoutent ce soir, je l'espère. Et là, quand tu as les lunettes féministes puis que tu regardes les publicités à la télévision, tu te rends compte, par exemple, dans une publicité de meubles, je nommerai pas de commerce, mais là,
on va parler on va entendre une voix de femme qui s'exprime par rapport à son nouveau réfrigérateur, comment il est extraordinaire. Et tu vas entendre la voix de l'homme qui parle comment son nouveau sofa il est confortable. Et on parle en 2021. C'est encore des choses qu'on voit dans les publicités. Donc, les femmes davantage liées, par exemple, aux tâches ménagères. Ça, c'est des choses que je me suis mise à voir quand j'ai mis mes lunettes féministes. Autre chose, moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Un des sports, mon sport de prédilection, c'est le Ultimate Frisbee. C'est un sport mixte. On a des équipes composées de garçons et de filles. Et là, ça fait 15 ans que je fais du Ultimate. Ça fait quand même un certain temps. Je commence à savoir certaines affaires. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on fait souvent des caucus d'équipe, parce qu'on a les gars et les filles mélangés. Et là, je me retrouvais souvent avec un garçon, par exemple, qui, lui, ça faisait peut-être 2 ans qu'il jouait, puis que là, il se mettait à parler, puis à dire, là, il faudrait qu'on fasse ça de même, puis qu'on change notre stratégie, puis là, c'est comme ça qu'il faudrait jouer, et tout ça. Puis les filles qui, elles, avaient souvent beaucoup plus d'expérience, puis beaucoup plus de compétences, on les entend moins dans ces cercles-là. Puis moi, quand je prenais la parole pour dire « Hey, mais il y a tel problème qu'on devrait essayer de corriger dans notre équipe », c'est drôle, mais j'avais l'impression que le monde ne m'écoutait pas. Tu sais, c'est comme si j'avais moins de crédibilité. Pourtant, j'avais souvent même plus d'expérience qu'un garçon qui s'exprimait, puis qui, lui, n'avait pas d'enjeu de crédibilité. Donc, c'est un peu ça, les lunettes que j'ai acquises, puis qui s'améliorent de plus en plus avec le temps et avec l'expérience. Moi, je vous dirais, c'est vraiment au niveau après l'université et pendant l'université, puis d'ailleurs, je vous invite à le faire pendant que vous êtes aux études, je me suis impliquée en politique, au fur et à mesure que mon parcours avançait, je constatais des choses. En tant que femme, souvent en politique, on est moins nombreuses, tout comme je suis convaincue. Tu sais, ça m'est arrivé souvent d'être dans un groupe de travail, puis politique. Puis j'étais la seule femme dans un groupe de 8. Fait que les garçons ne le remarquent pas nécessairement, eux, mais nous, quand on est tout seul de filles, on le remarque. Ouais. Alors, c'est un peu les situations qui se sont passées. Puis jusqu'à aujourd'hui, tu sais, encore aujourd'hui, on est moins nombreuses, les femmes et les jeunes. Puis aussi, ben, il n'y a pas beaucoup vous remarquerez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes aux origines diverses, tu sais, des femmes extraordinaires comme Ensa Faidar. On en a plusieurs à Sherbrooke qui pourraient être mises de l'avant, mais on ne les voit pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup autour des tables de politique puis de conseils d'administration. Alors que, je veux dire, l'objectif des féministes, c'est quoi, finalement? C'est que tout le monde puisse s'épanouir. Si on résume ça, l'objectif du féminisme, c'est que tout le monde puisse s'épanouir, peu importe sa situation. Puis, c'est qui ne rêve pas de ça? Les gens, si on aime l'être humain, si on s'aime comme être humain, on veut que tout le monde puisse s'épanouir, puis on ne veut pas qu'il y ait de frein à notre épanouissement. Alors, malheureusement, on a encore des situations où le fait d'être une femme est un frein, où le fait d'être une personne noire est un frein, où le fait d'être jeune ou d'être âgé dans certaines situations est un frein à notre épanouissement. Donc, notre but, puis comme féministe, on pense d'abord, évidemment qu'on pense aux femmes, mais on pense à tous les autres freins, puis on essaye de voir comment est-ce qu'on peut les éliminer ou les adoucir jusqu'à les éliminer pour que tout le monde puisse s'épanouir. Oui, puis si on revient à la sphère politique, présentement, nous, en histoire de secondaire 4, on est dans la période contemporaine, on aborde la question de l'équité et de l'égalité homme-femme, justement. Je soulevais, en fait, avec statistiques, le fait que les femmes sont effectivement moins présentes en politique ou encore autour de tables décisionnelles. Evelyne, toi, est-ce que tu as l'impression, excuse-moi, je te tutoie, mais est-ce que tu as l'impression que
la part des femmes ou la vision des femmes amène peut-être une perspective différente quand vient le temps justement de se pencher sur des divers, peu importe l'enjeu, mais que la perspective des femmes en politique amène peut-être une autre vision des choses que les hommes n'avaient pas ou avaient peu en fait. C'est une question épineuse que tu me poses là, Guillaume, parce que est-ce que les femmes sont différentes? Hein? C'est un peu ça la question finalement. Puis, bon, on peut revenir à la fameuse citation de Simone de Beauvoir qui dit « On ne naît pas femme, on le devient, mais on le devient. » Je veux dire, on a des vécus différents quand on arrive à l'âge adulte. Quand on est une femme par rapport à être un homme, on a nécessairement eu un vécu différent pour 1000 raisons. Peut-être qu'on nous a raconté des histoires différentes dans les livres, peut-être qu'on nous a donné des jouets différents, peut-être qu'on nous a encouragé, donné des qualités différentes quand on nous a encouragés tout au long de notre vie. Et donc, on a des vécus différents. Et c'est la même chose, encore une fois, moi, je ne peux pas comprendre c'est quoi la réalité d'être une personne de couleur. J'ai la peau blanche et donc mes 2 parents, là, ils sont nés à La Prairie puis dans le coin de Québec. Fait que, tu sais, je ne sais pas c'est quoi, moi, évoluer à Sherbrooke avec une peau d'une autre couleur. Puis je ne sais pas c'est quoi non plus, je ne sais pas c'est quoi être une personne âgée. J'ai jamais été âgée encore. Je suis pas si jeune, là. J'ai 32, bientôt 33, mais il y a personne qui le sait c'est quoi la réalité des autres. Donc, pour revenir à ta question, oui, on doit avoir plus de femmes, puis on doit avoir plus de gens aux origines différentes, puis plus de gens qui ont des vécus et des parcours différents en politique. Parce qu'en politique, on prend les décisions importantes pour la société, pour tout le monde. Toutes les décisions qu'on prend ont des impacts sur tout le monde. Donc, c'est important de prendre les bonnes décisions. Et pour prendre les bonnes décisions, le mieux, c'est de le faire en groupe. Hein? Moi, je pense que c'est tout le temps mieux une décision qui se prend en groupe qu'une décision qui se prend toute seule. Et dans ce groupe-là, ben, c'est mieux qu'il y ait de la diversité. Donc, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des parcours différents, des gens qui sont du milieu scolaire, du milieu de la santé, du milieu privé, des personnes qui sont plus de la classe ouvrière. Il faut avoir de la diversité. C'est ça qui va nous permettre de prendre les meilleures décisions. Tout à fait. J'aborde dans ton sens aussi à cet égard-là. Je crois que plus on va avoir... C'est vrai aussi au niveau du genre, c'est vrai, comme tu l'as soulevé aussi, au niveau de la représentation ethnique, je crois, qui est importante justement pour permettre à ces gens-là d'exprimer leur vécu, justement, que nous, comme... je dis souvent que je suis un privilégié, là, dans le sens d'un point de vue global, je suis un privilégié, je suis un homme blanc, etc., scolarisé, famille moyenne, classe moyenne, fait que j'ai tout pour réussir dans la vie, mettons, on va dire ça comme ça. J'aimerais peut-être ouvrir maintenant la conversation. Je vous écoute, mesdames, depuis le début de la soirée. Je sens qu'il y a un continuum pour reprendre ce que Geneviève parlait plus tôt. Je crois que c'est un mot populaire au doctorat, ça, le continuum. Donc, il semble avoir un continuum au niveau, en fait, de la place de la femme. Clairement, il y a eu des avancées. Madame Dumont nous a parlé de ça. Mais de quelle manière croyez-vous, mesdames, qu'un jour, il sera possible d'atteindre une égalité parfaite? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est les lois, selon vous, qui vont permettre de mieux faire avancer la cause des femmes? Parce que, tu sais, on peut prendre plusieurs chemins pour y arriver, mais dans une optique, puis sachant, collectivement, on n'est pas très bon d'habitude, fait qu'on est très lent. Donc, de quelle manière pensez-vous que dans cette lenteur-là, on va parvenir peut-être à une équité, une égalité un jour, là, puis peut-être enlever quelques sous à Evelyne sur ce pari-là? S'il vous plaît, faites-le. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer dans la bataille des idées? Ah, Madame Dumont, votre micro est fermé. OK. Bon. On dit les hommes, les femmes, et puis la plupart des gens, les hommes surtout, mais des fois les femmes, disent la femme.
la femme n'existe pas. Sinon, dans la tête des hommes, il faut dire des femmes, parce qu'il y a des femmes de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs, de toutes les professions, de toutes les qualités, de toutes les psychologies. C'est impossible d'enfermer les femmes dans une seule définition. Alors moi, c'est une chose que je tiens beaucoup. On ne dit jamais la femme, c'est les femmes. Puis je le dis d'autant plus que je l'ai déjà utilisé dans ma vie. Parce que j'ai eu le temps de faire beaucoup d'erreurs dans ma vie. C'est normal. Les personnes de parfait. Effectivement, donc je comprends bien, j'essaie de résumer. En fait, il faut voir une pluralité, en fait, puis pas voir comme un modèle, la femme comme, en fait, je pense en fait, l'être humain en général, mais particulièrement la femme, où il y a des gains à faire comme un modèle unique, mais qu'elle est plurielle, en fait, dans sa composition, puis ce qu'elle peut représenter, puis dans ses valeurs, ses idées, etc. C'est bien ça? Oui, exactement. Puis, tu sais, ta question, Guillaume, c'est comment est-ce qu'on fait pour atteindre l'égalité? C'est vraiment une excellente question qu'on ne se pose pas assez souvent. Je pense qu'on travaille toutes à l'égalité, mais on essaie de voir c'est quoi la principale solution. Évidemment, on va chacune répondre un peu selon notre parcours. J'aurais tendance à dire que c'est les convictions, tu sais, c'est nos convictions, c'est le fait de ne pas baisser les bras. Premièrement, reconnaître un problème, ensuite voir pour y apporter des solutions, puis il va falloir que ce soit tout le monde qui embarque là-dedans. C'est comme ça qu'on opère un changement de mentalité. Quand d'abord un problème est identifié, ensuite dénoncé, et ensuite on y apporte des correctifs. Donc, à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent, la solution appartient à chacun et chacune d'entre vous. De jamais baisser les bras par rapport à cette cause-là. Pensez au langage. Tu t'en vas au supermarché. Mon mari m'a dit, as-tu besoin de savon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est moi qui va faire le lavage puis le nettoyage. As-tu préparé le souper? C'est moi qui vais le préparer. Il y a là... La sémantique. Mais la réalité du travail ménager, des responsabilités, c'est une question fondamentale parce qu'elle se trouve dans toutes les sociétés, dans toutes les classes sociales, parce que même les femmes qui font jamais le ménage, elles engagent des femmes pour le faire à leur place. C'est une question là, puis elle est quotidienne, et non seulement quotidienne, elle est très quotidienne, tu sais, les repas, le lavage, etc. Ce qu'on appelle les charges mentales, en fait. Oui. Je me souviens quand j'allais à l'université, je prenais des étudiants sur le pouce. Une fois, j'en avais pris deux, puis il y en a un qui demande à l'autre, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Oh, il dit, je pense que je vais me marier parce que je suis tannée de me faire à manger. Je ris, là, c'est... Ça vient de loin, ces affaires-là. Là. Ça vient de loin. C'est tristement drôle, mais oui, effectivement, c'est des mentalités qui perdurent quand même dans le temps. Puis on le voit, là, même dans les statistiques très, très récentes, là, même s'il y a une avancée puis que les hommes en font plus que, mettons, je considère que j'en fais plus que mon père, mais je pense que je pourrais en faire plus encore. Là, si vous en faisiez encore plus, vous aurez un article dans Actualité. Mais ça, moi, pour répondre à la question, c'est sûr que c'est vrai ce qu'Evelyne a dit, qu'on le pense toujours de par notre position. Là. C'est sûr que moi, je suis dans une faculté d'éducation puis je suis prof. Fait que moi, je me dis ça va passer par l'éducation, la promotion des relations égalitaires dès le CPE, dès les services de garde. Je pense que c'est là qu'on peut changer ces stéréotypes-là de comment on stéréotype les petits garçons et les petites filles dans des rôles genrés. Puis dans les familles, moi-même, j'essaie de le faire parce que moi aussi, j'ai cette propension-là à la fois si j'arrive puis il est midi, ben moi, c'est sûr que je me garoche dans la cuisine pour faire à manger à mes enfants
Alors que ce que j'observe de mon conjoint, c'est que lui, il va aller s'étendre dans le sofa. Mais je me dis, pourquoi moi, peut-être que si moi, je m'étendais dans le sofa, il se passerait quelque chose dans la cuisine qui ne me concerne pas. Tu sais, il y a moi aussi, je suis un produit, tu sais, de cette éducation-là que j'ai reçue, puis on participe tous à ça, tu sais. Mm. Puis, Mme Haïdar, de votre côté, pendant qu'elle gère la marmaille, non, c'est ça, effectivement. Tu sais, il reste plein de combats à faire. Là, tu sais, juste d'un point de vue personnel, je suis papa de 3 jeunes enfants aussi. Puis moi, mes gars, ils portent des vêtements, des couleurs qui ça leur tente. Moi, j'ai un de mes gars, c'est le rose puis le mauve qui le fait triper, tu sais. Puis ils sont au primaire, ces enfants-là, première année, puis ils subissent encore de la discrimination à cause de ça, là, tu sais. Puis nous, on n'a pas du tout élevé nos enfants dans cette perspective-là. Fait qu'on voit que ça reste des chevals de bataille, je pense, qui va être maintenu parce que jusqu'à un certain point, la société l'encourage, hein, la masculinité forte et virile, etc., puis la féminité définie telle que par Hollywood et ses sbires, ben c'est sûr que c'est quelque chose, mais de votre côté, Mme Haïdar, de quelle manière croyez-vous qu'on pourrait faire changer les choses? Selon vous, c'est quoi la meilleure manière, peut-être, de faire avancer la cause des femmes? Peu importe l'origine, en fait, de ces femmes-là. Moi, juste les premières choses, je vais vous dire, je suis contente quand je vois ou j'ai entendu des discussions avec l'égalité femmes et hommes parce que j'ai perdu ça dans mon pays. C'est toujours les garçons, même si on est garçons et filles dans les mêmes maisons, les parents, c'est les mêmes parents, mais c'est toujours les garçons, il a le droit. C'est un homme, c'est un garçon. C'est toujours nous, on n'a pas le droit, mais les garçons, il a le droit. C'est toujours, j'étais dans un pays, on ne parle jamais de l'égalité femmes et hommes. Les femmes, c'est une femme et les hommes, c'est les hommes. Même à la maison, à l'extérieur, dans le travail, c'est toujours nous, c'est en arrière. Les hommes, c'est en avant. Et je suis contente que je suis là. Et maintenant, peut-être ça, c'est un problème avec moi parce que j'ai 2 filles et un garçon. Toujours, je pense, des fois, c'est plus dur pour moi faire l'égalité entre mes enfants. Les filles, je suis féministe et je veux les filles plus avoir des droits comme les garçons parce que je suis toujours, j'ai pas le droit, les garçons, juste il a le droit, c'est comme dans mon mentalité, pourquoi je dois les femmes, il a les droits ou égales. J'ai une question d'une élève, en fait, qui vient par rapport à l'équité salariale. Elle demande, en fait, selon vous, quel serait le meilleur moyen d'y parvenir? Parce que là, moi, les derniers chiffres que j'avais, on était il y avait une différence d'environ autour de 10% d'écart salarial au niveau du privé, bien sûr, entre les hommes et les femmes. Selon vous, quel est le meilleur moyen? Est-ce que ce serait d'étendre la loi sur l'équité salariale et de la faire respecter de manière très, très coercitive dans les entreprises? Selon vous, parce que n'empêche, tu sais, ça, j'expliquais à mes élèves, mettons, même si tu dis c'est 10%, c'est pas beaucoup, mais mettons, sur 30 ans de carrière, c'est une maison. C'est l'équivalent d'une maison en salaire qui est perdu pour la femme. Pas parce qu'elle est moins compétente ou parce qu'elle travaille moins bien ou qu'elle travaille moins, point, juste parce que c'est une femme. Donc, selon vous, quel serait le meilleur moyen de peut-être arriver à un de ces enjeux-là qui est l'équité salariale? Je ne sais pas, l'équité salariale pose le problème des représentations. Les gens d'aujourd'hui ne se doutent pas de ce que c'était autrefois. Tu sais, prenons un poste, enseignante, institutrice, instituteur. Bien, pour le même travail, absolument le même travail, il y avait l'institutrice, l'instituteur avait un peu plus. Si l'instituteur se mariait, il y avait encore plus. Si l'institutrice se mariait, elle perdait son emploi.
Alors, vous imaginez. Et puis, c'est partout comme ça. On invoque des raisons finalement symboliques pour dire que tel poste est plus payant que tel autre. Prenons par exemple les gens qui travaillent au bureau de poste. Il y a des gens qui font un travail très ennuyant. Ils regardent les lettres passer, puis ils regardent si le code postal est bien placé. Si la lettre est un peu croche, ils lèvent l'enveloppe comme ça, pendant qu'elle passe. Les autres, ils ont un salaire. Puis dans la salle d'à côté, il y a des hommes qui passent des petits paquets. Eux autres, ils gagnent beaucoup plus cher parce qu'ils poussent des petits paquets au lieu de pousser des enveloppes. Quand tu vois la logique qui explique la différence de salaire, tu réalises qu'il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Beaucoup. À l'Université de Sherbrooke, quand j'étais là, il y avait un poste secrétaire demandé. Condition, avoir un DEC en bureautique, maîtriser tel logiciel, connaissance de l'anglais. 12 piastres de l'heure à ce moment-là. Là, il y avait un poste au bâtiment et terrain. Condition, un permis de conduire et le cours primaire. Et le salaire, 16 piastres de l'heure. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient dehors. Ça, travailler dehors, c'est supposé être extrêmement pénible. Et c'est pour ça que les hommes sont payés plus cher. Alors, il faut décoder la raison qui explique pourquoi le salaire est plus élevé. Et puis ça, c'est très difficile à faire. Parce que c'est des petites subtilités là, tout le temps. La question du salaire. Oups. Vas-y, Evelyne. OK. La question du salaire, c'est quand on regarde au niveau de la société au complet, c'est vraiment une question complexe, en fait. Ça peut avoir l'air simple vu que c'est mesurable avec des chiffres, mais c'est quand même très complexe quand on regarde, comme le dit Mme Dumont, les raisons de la différence. Une des choses qu'on remarque, moi, j'embauche des gens parfois là, pour faire des contrats de recherche, par exemple. Et je le vois immédiatement, les hommes que j'embauche vont me dire, moi, je veux avoir tant, j'ai déjà eu tant dans un autre travail, je pense que mon travail vaut tant. Puis moi, je fais, OK. Les femmes me disent, ben, je sais pas trop, tu sais, as-tu assez d'argent? Ben, tu sais, je veux pas non plus trop en demander. Puis là, c'est quasiment, souvent, c'est moi qui négocie, je vous jure, là, je négocie à la hausse leur salaire. Là. Je leur dis, ben non, tu devrais me demander plus d'argent. Donc, et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les femmes pensent qu'elles valent moins, en fait? Et là, on va profondément. Pourquoi elles pensent qu'elles valent moins? Peut-être parce que elles ont moins confiance en elles, qu'elles ont moins été... Peut-être qu'ils ont plus confiance en elles, par exemple, dans un autre domaine, comme prendre soin d'un bébé. On donne un bébé à quelqu'un de 14 ans. Si c'est une fille, on pense que c'est correct, elle va s'en occuper, puis elle pense peut-être qu'elle a ce qu'il faut. Puis tu le donnes à un garçon de 14 ans, puis peut-être que tu vas faire comme tu vas être plus craintif, puis peut-être que lui aussi va moins se sentir en confiance. Puis je sais pas. Mais je peux vous dire que sur le marché du travail, il y a cette question-là. Et ensuite, j'aimais ça, Guillaume, quand tu disais de regarder sur l'ensemble de la vie. Pas juste le salaire à un point donné, regarder sur l'ensemble de la vie. Parce que au moment où on se parle, dans la très grande majorité des cas, c'est les femmes qui sont enceintes et qui accouchent. Puis c'est leur corps qui carrément devient... Les femmes sont épuisées souvent pendant leur grossesse. Des fois, il y a des complications. Et si elles veulent allaiter au sein, ça leur demande du temps qui devient compliqué. Bref, souvent, les femmes, pour à peu près chaque enfant, perdent 1 an de salaire. Donc, 2 ou 3 enfants, 1, 2 ou 3 ans de salaire, ou bien à moins gros salaire. Et là, quand on regarde à la fin de la vie, ça fait que ces femmes-là ont peut-être moins économisé pour la retraite, qui ont peut-être moins mis d'argent sur la maison, qui ont, etc., etc. Donc, effectivement, et c'est une question extrêmement complexe. Après ça,
On pourrait parler aussi des choix de carrière. Quand on parle de l'enseignement, Geneviève pourra vous en parler. Moi, je trouve personnellement que c'est complètement un scandale le salaire qu'on donne aux enseignantes au primaire. Ouais, je crois que le salaire d'entrée, c'est peut-être quoi, 40 000, là, tu sais, c'est ridicule. En fait, c'est moins de 40 000 mais cet échelon-là est plus donné, heureusement, là, mais c'est un peu moins de 40 000, ce qui, pour un baccalauréat, est ridicule. Là. C'est ça. Les jeunes qui nous écoutent comprennent peut-être pas exactement, ils n'ont pas nécessairement ces référents-là, mais retenez ça, retenez ça. Ça n'a pas de bon sens, puis ça, c'est quelque chose qui devrait être changé. On confie, puis on pourrait dire la même chose par rapport aux gens qui s'occupent dans les centres de la petite enfance, les éducatrices. On leur confie la vie de nos enfants pendant comme plusieurs heures par jour et elles ont des salaires vraiment trop faibles. Et là, donc, c'est quoi la solution à ça? On veut-tu qu'il y ait plus d'hommes qui aillent dans ces milieux-là? On veut-tu augmenter ces salaires-là? On veut-tu attirer les femmes vers des métiers vers lesquels ils ne sont pas attirés spontanément, qui pourtant pourraient vraiment les intéresser puis qui ont des super bons salaires? Alors, bref, on pourrait en parler longtemps. Je vois que Geneviève a envie de réagir aussi. Moi, je m'en allais là. Hein. Je m'en allais dans les professions du care, tu sais, qui sont dominées par les femmes. Puis je me dis comment ça, que ces professions-là sont si mal payées, tu sais, qu'on parle, puis dans des conditions aussi, là on l'a vu avec la pandémie, c'est devenu encore plus clair, les infirmières, l'éducation à la petite enfance. Puis d'un côté, on en demande énormément à ces personnes-là. Tu sais, les femmes qui font de l'éducation à la petite enfance, les enseignantes au primaire, on veut qu'ils règlent tous nos problèmes sociaux, en plus d'enseigner aux enfants la didactique, puis les mathématiques, puis le français, mais à des salaires dérisoires. Je me dis, ça, c'est d'après moi un vieux relent, encore ici, du patriarcat, puis du côté vocationnel, que les femmes s'occupent des enfants, que les femmes font ça gratuitement, que ça fait partie de leur travail social. Tu sais, en tout cas, bon, partez-moi pas là-dessus, là, je pense que je suis partie. Mais pensez au congé de maternité. On a dit qu'il faudrait que les hommes aient des congés de paternité. Et pour qu'ils les prennent, il a fallu qu'on le rende obligatoire. Oui. Oui, puis poursuivez, Mme Paquette. Ben, moi, je trouve que c'est là est une solution. Moi, je crois plus. Ben là, je vais dire comme Evelyne, là, je ne suis pas si vieille puis je ne suis pas si jeune, mais moi, je crois qu'il faut forcer le changement. C'est là qu'on est rendu par des lois qui vont obliger les hommes à prendre des congés de paternité, par des lois qui vont, par exemple, obliger des quotas dans les partis politiques pour les femmes. Les vœux pieux, si ça avait fonctionné, ça ferait longtemps qu'on aurait réglé plusieurs problèmes. La violence sexuelle en milieu universitaire, c'est comme ça qu'on l'a réglé. Il y a eu une loi, là, il y a des politiques qui ont été mises en place, puis là, il y a des sanctions qui se donnent. Mais tant qu'on ne met pas de loi en place, puis qu'on ne légifère pas, puis qu'on ne dit pas c'est assez, bien, ça ne marchera pas, à mon avis. Là. Mon Dieu, c'est rare que je donne autant mon opinion, mais là, je me le permets. C'est correct. C'est correct. En même temps, c'est un peu ça l'idée de la conversation. Donc, j'entends plusieurs choses. J'ai une autre de mes élèves qui parlait du phénomène aussi de l'éducation postsecondaire au niveau plus... C'est par rapport à quoi, Ariane, quand tu disais que c'était plus difficile? C'est par rapport au salaire, par rapport à la vie familiale? Oui. Oui, en fait, elle se posait la question parce qu'on est avec des jeunes de 3e secondaire, puis là, on parle beaucoup de... C'est des thèmes quand même qui, à la fois qui sont près et loin d'eux comme réalité. Puis ça demande de quelle manière, dans le fond, les études postsecondaires peuvent jouer un rôle soit aidant ou peuvent nuire, en fait, aux avancées des femmes dans la société, que ce soit au niveau familial, etc. C'est une question qu'elle a. Comment, dans le fond, les études peuvent soit aider ou nuire, en fait, par rapport à toute la sphère familiale. Moi, j'ai l'impression que ça aide, là, moi, dans le sens où plus une femme est éduquée, puis tu sais, Evelyne parlait de ses lunettes tantôt qu'elle a acquéries alors qu'elle était à l'université. Je crois que plus une femme est éduquée, plus elle est consciente, en fait, peut-être justement de cette inégalité-là, tu sais. Peut-être que l'éducation, on parlait peut-être de cheval de bataille, puis de quelle manière on peut mener ces chevals de bataille-là. L'éducation, je crois, pour les hommes et pour les femmes, soit dit en passant, là, est clairement la pierre angulaire là, pour une société égalitaire. Là.
Oui, je suis assez d'accord avec ça, que l'éducation, si tu as le goût de t'éduquer, on est chanceux quand même, chanceuse au Québec parce qu'on vit dans une société où les frais de scolarité sont quand même relativement abordables comparativement à d'autres provinces, à d'autres pays. Puis moi, je pense que ça va beaucoup se développer dans les prochaines années. Les mouvements étudiants actuellement au cégep, dans les universités, travaillent beaucoup sur la condition étudiante, la santé étudiante, la conciliation études, famille aussi. Il y a une nouvelle garderie sur le campus qui vient d'ouvrir parce qu'on n'avait pas assez de place en garderie avec une seule installation. Il y en a une nouvelle. Fait que je pense que c'est quelque chose qui va se développer puis que vos élèves peuvent être confiantes. Qui vont pouvoir étudier dans des meilleures conditions de conciliation, le famille, études. En tout cas, ouais. je vois des développements là-dedans. Je pourrais dire, en fait, l'éducation, c'est un des... Là, je vais utiliser un terme un peu scientifique, là, mais c'est un des déterminants sociaux les plus importants. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quelqu'un qui va avoir plus d'années d'études va souvent avoir tendance, par exemple, à avoir des meilleures habitudes de vie. Donc, faire plus d'exercices, manger mieux. Et ça va aller aussi probablement au niveau de l'égalité homme-femme. Tu sais, des fois, mieux connaître ses droits, mieux connaître le système, la société dans laquelle on est. Moi, c'est sûr que tous les jeunes qui nous écoutent, je les invite, s'ils ont cette curiosité-là intellectuelle, cet appétit-là, à y aller, à le nourrir, parce qu'on en grandit toujours. Je connais pas vraiment grand monde qui regrette d'avoir fait des études. Je connais plus de gens dans ma vie qui regrettent de ne pas en avoir fait. Peut-être c'est dans mon entourage, mais apprendre, avoir un diplôme, c'est la meilleure police d'assurance. Il y a des choses que tu peux perdre dans la vie. Tu peux perdre ta job, tu peux perdre ton chum, tu peux perdre ta maison, mais tu peux pas, en tout cas, très rare, là, à moins que tu aies fait de la fraude, là, mais d'habitude, tu perds pas ton diplôme. C'est quelque chose que tu vas toujours pouvoir garder avec toi, qui va t'aider de différentes façons dans ce que tu vas entreprendre dans ta vie. Donc, c'est sûr que ça peut aider. En même temps, il ne faut pas penser que c'est tout le monde qui va le faire, puis que la solution, c'est que tout le monde aille à l'université. C'est un problème complexe avec plein de facettes, puis il faut l'attaquer sur tous les fronts. Tout à fait, oui, tout à fait d'accord avec ça. Je vois le temps qui file. Je voulais vraiment vous remercier, mesdames. Moi, en tout cas, je ne peux pas parler pour mes élèves, mais moi, j'ai vraiment passé une très belle soirée. Je ne suis même pas fâché d'avoir manqué la première période du match de hockey. Donc, je suis très content d'avoir passé ce temps-là avec vous, d'avoir eu la chance de réfléchir sur la question de la place des femmes, que ce soit dans les décennies qui nous ont précédés, puis dans la place des femmes aujourd'hui, puis toutes les batailles qui restent à faire. Vraiment, j'espère que mes élèves vont retenir quelques éléments, parce que je ne peux pas prétendre qu'ils vont tout retenir, même moi, je suis incapable de faire ça. Et pourtant, donc, je ne peux pas exiger ça de mes élèves, mais j'espère qu'on va semer, hein, c'est tout le temps ça. L'idée en éducation, c'est de semer, en fait, ou allumer une étincelle qui va permettre à ça. Tantôt, Evelyne parlait de participer, de se lancer, de ne pas avoir peur de le faire. Madame Haïdar, elle, a clairement entendu ce message-là, puisqu'elle aussi, elle se lance. Et on a une pionnière avec nous, avec Madame Dumont, qui grâce à elle, en fait, on connaît mieux, en fait, le passé du féminisme, en fait, au Québec, ce qui est quand même important. Puis, il faut comprendre qu'on a été lent, hein, je disais, au Québec par rapport à ça. J'espère juste qu'on saura continuer à progresser. Une fois parti, on est allé pas mal vite. Oui, mais c'est de partir. C'est souvent ça qui est compliqué. Moi, je regrette une chose de ce soir. J'aurais bien voulu voir les élèves. Ah, moi aussi. Ça aurait été tellement plus agréable, ça, j'en suis persuadé. Mais sachez que ça a été tellement agréable. Merci encore une fois, mesdames. Je souhaite bonne continuité à travers, en fait, tout ce qui reste à accomplir dans vos sphères de vie respectives, en éducation, en politique ou encore à travers la littérature. Donc, merci beaucoup, mesdames, et je vous souhaite une très bonne deuxième période de hockey. Hey, Guillaume, est-ce que je peux juste dire,
pour Oui. celles et ceux qui ont aimé ça, puis qui peut-être, on a semé beaucoup de graines, comme tu dis, là, Oui. si jamais il y en a qui veulent nous contacter après pour parler de certaines choses qui ont été nommées, puis là, je ne sais pas, j'imagine je parle pour tout le monde là, qui est là ce soir. Si vous voulez nous contacter après pour poser des questions, vous exprimer, ben, on est ouverte à ça. Je vois les autres là, qui hochent la tête. Là. Ça nous fait toujours plaisir d'être en contact, là, surtout avec nos jeunes. Là, c'est toujours inspirant. Donc, ne pas hésiter à nous contacter ou à nous ressolliciter, ça nous fait toujours plaisir. Moi, je peux dire bonsoir à Amandine. C'est elle qui m'a invitée. Ouais. Elle lève les bras et elle est contente du fond de la classe. Merci beaucoup encore une fois. Puis vraiment, je souhaite de passer une très belle soirée, mesdames. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vais couper l'enregistrement à partir de maintenant. Merci beaucoup. Merci, Guillaume.